très honoré d'accueillir professeur Mahmoud Borouna, alors qui est d'abord professeur d'économie à l'université, qui a été 2 fois ministre, et dans l'intervalle, vous avez été président mondial, Tunisie, puis Monde, pour l'association, l'ONG Amnesty International. Pardon pour ce changement de rôle, cette fois c'est moi qui interroge. D'accord, ce n'est pas dans l'intervalle, je l'ai été au cours des années 80-90. Parfait. Donc j'ai été président d'Amnesty International Tunisie en 1990, mais après avoir essayé à plusieurs reprises d'obtenir la reconnaissance légale, ce que nous n'avons obtenu qu'en 1988, donc j'ai été secrétaire général puis président de la section tunisienne. J'ai terminé mes 3 mandats, qui est le nombre maximal. Ensuite, j'ai été élu au comité exécutif international et en 1995, et je suis devenu président d'Amnesty International Monde en 1998, 1999 et 2000. Alors ça c'est pour vos états de service dans la société civile, mais vous continuez votre engagement et actuellement vous êtes coordinateur de Qadiloun. C'est vrai. Qadiloun, c'est pour dire des gens de pouvoir? Non, c'est pour dire qu'on est capable. Si on veut, on est capable. Et on est capable, les Tunisiens sont capables de redresser la situation, de donner un meilleur avenir à la jeunesse. Nous sommes capables de donner de l'espoir aux Tunisiens. Très bien. Vous êtes auteur du livre La démocratie en quête d'État que nous montrons. C'est Mahmoud, après coup, en toute bonne foi, le titre n'est-il pas excessif? Non, pas du tout. Il est de plus en plus vrai. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que la démocratie tunisienne aujourd'hui a besoin d'État? L'État actuel est un État délétère, un État absent. Ce dont se plaignent les Tunisiens, c'est d'une absence totale d'État. Donc, mon livre est vraiment, de ce point de vue, pour le moins, tout à fait à sa place. Chaque jour donne raison à cette exigence d'État. Les Tunisiens ont besoin d'institutions qui fonctionnent. Elles ont besoin d'un État qui garantit la sécurité, d'un État qui fournisse les services publics essentiels. De cela, nous ne sommes en train de rien voir. Chaque jour montre l'exigence des Tunisiens en matière d'État. Alors, votre réponse, vos diagnostics pour la transition démocratique. Écoutez, moi-même, j'aimerais ramener dans cette interview le sujet principal sur lequel vous avez travaillé, à savoir la grande crise que nous traversons. Et vous dites que c'est une crise exceptionnelle par sa durée et par son intensité. Si je vous demandais par quels indicateurs vous pouvez représenter l'amplitude de cette crise, lesquelles choisirez-vous? Je n'ai pas dit simplement que c'était une crise grave, j'ai dit que c'était de très loin la plus grave que la Tunisie ait connue depuis son indépendance. Et en disant cela, je m'appuie sur un certain nombre d'indicateurs pertinents. Premièrement, la durée de la crise. Nous sommes depuis 2011 sur un taux de croissance qui est à peine égal au taux de croissance démographique. Le taux de croissance du PIB par tête est égal à 0, et ce, sur une moyenne longue. Pour l'instant, nous en sommes à 9 ans, mais il est clair que l'année prochaine, nous n'aurons pas une croissance qui fasse revenir la Tunisie à la croissance passée, qui a été une moyenne historique de 5,2%. C'est la moyenne historique. Maintenant, ça, c'est la durée de la crise et l'amplitude du recul de la croissance. Il y a bien sûr la montée du chômage, en particulier le chômage des diplômés. Nous sommes à peu près à 650 000 chômeurs, parmi lesquels le nombre de chômeurs diplômés se trouve à peu près à 270 000. Nous avons aussi un recul considérable de l'investissement. La moyenne historique était à 25% du PIB. Nous sommes aujourd'hui à 18-19%. Quant à la propension à épargner, qui était autour de 22-23% en moyenne historique, aujourd'hui elle est tombée à 9%, voire moins. Donc, et puis, il y a les déficits. Il y a le déficit budgétaire, il y a l'endettement, et il y a le déficit courant. Le déficit courant, nous sommes depuis 2012 à un déficit courant qui avoisine 8
L'année dernière, on a atteint un record de chiffres, moins 11,2%. Et enfin... C'est un record mondial. C'est là, cette année. Vous dites qu'on a fait moins bien que tous les pays de la troisième vague de démocratisation. Parmi les moins bien, notre crise, comme vous venez de le dire, il y a les pays de la troisième vague de démocratisation, c'est-à-dire la vague qui commence avec le Portugal en 1974 et qui s'est étalée jusqu'au milieu, voilà, les pays de l'Est, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Bon, cette vague est en train de subir une récession depuis le milieu des années 2000, mais si je prends tous les pays qui ont réussi leur troisième vague de démocratisation, y compris la Tunisie, j'ai procédé à une comparaison qui montre que, bien sûr, tous les pays qui connaissent une transition politique subissent une certaine récession. Mais la récession tunisienne est beaucoup plus longue et elle est beaucoup plus dure. En général, les pays qui vivent une transition politique et qui passent à la démocratie ont une période de 5-6 ans durant lesquelles il y a un creux. Et quand ils remontent plus haut que durant les périodes précédentes. En Tunisie, nous n'y sommes toujours pas. Vous dites que la raison est simple, c'est que, en général, on a en mémoire la crise du milieu des années 80, qui s'est soldée par un impasse avec le FMI. Mais là, vous dites, en 86, on connaissait une crise des paiements extérieurs. En ce moment, nous vivons une crise des finances publiques. C'est l'État qui est en danger. Oui. La crise, j'ai effectivement comparé la crise actuelle avec la crise des années 80. Nous avons connu dans notre vie politique et dans notre vie économique depuis l'indépendance deux grandes crises. Celle des années 80, qui nous a conduit, comme vous venez de le dire à l'instant, à un plan d'ajustement structurel en 1986, et la crise actuelle. Qui n'était pas particulièrement contraignant, parce que très vite, on a renoué avec la croissance. Oui, au bout de 2-3 ans, on est parvenu à renouer avec la croissance, parce qu'on a pris les mesures qu'il fallait, parce qu'on a procédé aux réformes qu'il fallait. Nous en sommes sortis très bien. Nous avions aussi des capacités de production inutilisées. Nous avons su les utiliser avec le plan d'ajustement structurel, et les politiques que nous avons conduites nous ont permis d'en sortir assez vite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que à l'époque, il faut rappeler un élément de taille, c'est qu'on pouvait gouverner par ordonnance. Point besoin d'aller vers un dialogue au Parlement. Ce qui facilitait les choses. Oui, ce qui facilitait les choses, et il y avait bien sûr aussi une administration compétente qui préparait les dossiers, qui préparait les politiques, et il y avait aussi une volonté politique. Qui se conformait aussi. Oui, et qui se conformait. Bon, mais elle était souvent en dialogue constructif avec le FMI. Elle n'était pas une simple cliente, une simple exécutante d'ordre. Au contraire, l'administration tunisienne participait à l'élaboration des politiques avec le FMI, bien évidemment, mais le FMI était plus conduit, guidé par l'administration tunisienne que véritablement l'inverse. Ce qui n'est pas du tout le cas d'aujourd'hui. Donc, la crise, comme vous venez de le dire, a commencé par être celle-ci, celle dans laquelle nous vivons depuis presque 10 ans. Elle a commencé par être une crise budgétaire, une crise des finances publiques, l'État ne parvenant pas à assurer ses devoirs, ses prestations vis-à-vis des différents acteurs. Mais je le disais aussi, que ce n'était que l'entrée. Aujourd'hui, la crise est en même temps une crise des finances publiques, elle est devenue une crise des paiements extérieurs. Je vous disais il y a quelques instants, vous le disiez aussi, que le déficit courant que nous avons atteint est inconnu. Inédit, c'est un record. C'est inédit. C'est inédit. Le maximum que nous ayons. L'ennui, c'est que vous allez plus loin. Vous dites les 3 piliers de l'État sont actuellement en danger. Le budget, le secteur public, les principales entreprises publiques et les caisses de sécurité sociale. Et vous rajoutez, on a mangé toutes nos réserves.
c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais simplement souligner que une réforme des caisses a été adoptée par le Parlement. Elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt parce que je l'ai préparée en juin 2016. On a longtemps attendu, mais elle a été quand même votée et elle permet de maintenir pour certaines années encore l'équilibre des caisses. Donc la faillite dans laquelle se trouvaient les caisses est maintenant dépassée, heureusement, épargnée. Mais momentanément épargnée, on peut dire. Oui, momentanément, mais on a pris 2 mesures importantes pour rétablir leur équilibre, et c'est tant mieux. Il reste maintenant que les 2 autres piliers des finances publiques, le budget de l'État et le secteur public. Et les entreprises publiques sont dans avec votre permission, je me focaliserai un petit instant sur les caisses de sécurité sociale. Est-il possible, parce que ces caisses, en réalité, elles font de l'épargne vie, n'est-ce pas, de l'épargne capitale, l'épargne retraite, est-ce qu'il est possible de leur permettre de se comporter en compagnie d'assurance et en fonds de pension? Est-ce que cette conversion les sauverait définitivement? Je ne pense pas que elles ont un fonds de... Elles n'ont pas, en fait. J'allais dire, elles ont un fonds de pension, ce n'est pas vrai. Elles ont à peine les ressources immédiates pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis des différents risques de la vie, la maladie, les accidents du travail, la vieillesse, les retraites. Donc, elles n'ont pas de fonds constitués. C'est les cotisations d'aujourd'hui qui payent les prestations d'aujourd'hui. Elles n'ont pas de fonds. Elles avaient, comme vous venez de le dire, des fonds extrêmement importants avant l'année 2006, mais ces fonds n'ont cessé de s'éroder jusqu'à tomber à 0. Mais la question qui me ronge est que si on veut se redéployer, si on veut faire repartir le système, pourquoi ne pas envisager aussi une refondation du système des retraites? Parce que maintenant, quand on fait plafonner à des paliers plus modestes qu'auparavant, les montants de retraite, les travailleurs sont obligés d'aller chercher des compléments ailleurs chez les compagnies d'assurance. Pourquoi ne pas permettre aux caisses de sécurité sociale de faire ce travail? Oui. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas de ressources. On actionne des fonds de pension lorsqu'on a une importante épargne accumulée. Ceci était vraiment le cas. Vous avez raison. Jusqu'en 2006, nous avions des réserves considérables que nous pouvions utiliser comme fonds de pension. Malheureusement, ces réserves se sont épuisées. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, nos réserves sont tombées à 0. Donc, nous ne pourrons pas avoir des fonds de pension parce que nous sommes réduits à la situation où les prestations ne peuvent être accordées que par les cotisations d'aujourd'hui. Bien. Alors, nous transitons maintenant vers le secteur public. Et là, vous faites un focus alarmiste sur le secteur public. Vous dites que lui aussi a mangé toutes ses réserves et qu'il est dos au mur. Comment on avance? Bon, vous avez vu déjà que la dette publique dépasse les 81 milliards de dinars, alors que cette dette était à peu près de 40 milliards de dinars en 2010. Je voudrais dire que cette dette a augmenté de 48% au cours des 3 dernières années. Une dette colossale, une dette gigantesque. Donc, cette dette, il va bien falloir la rembourser, et les prochaines années sont celles du remboursement de la dette, et nous n'aurons absolument plus aucune marge. Le déficit budgétaire ne pourra pas dépasser les 1 à 2%, parce que le temps qui vient est celui du remboursement de la dette. Mais ce que nous avons, c'est l'autre secteur, c'est les entreprises publiques. Vous voyez, vous en avez l'expression ouverte à travers Tunisair, mais la crise des entreprises publiques
est beaucoup plus profonde. Pour le tabac. Et regardez les transports terrestres, regardez le métro, regardez l'état du chemin de fer, la SNCF-T, regardez Transtu, regardez la SN3, regardez Tunisair. Voyez toutes ces sociétés qui ne parviennent plus à fournir un service minimum et le danger auquel sont exposés les passagers aujourd'hui compte tenu de l'état des chemins de fer. Vous avez été ministre des Transports et nous évoquerons les possibles pistes à explorer pour sauver le secteur. J'aimerais, si vous le permettez, rappeler un élément. En matière de dette, est-ce qu'il est possible d'envisager un rééchelonnement de la dette pour laisser... C'est toujours possible, mais ce n'est pas souhaitable. Parce que si vous le faites, et heureusement, dans notre histoire, nous, la Tunisie, nous ne l'avons jamais fait. Si vous le faites, vous suscitez le doute chez vos partenaires internationaux. Vous n'êtes plus digne de confiance. Donc, les pertes pourraient être considérables. Et si vous rééchelonnez la dette, quel est le gain de cela? C'est que vous ne remboursiez pas. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, nous pouvons emprunter peut-être un tout petit peu plus que notre remboursement. Donc même financièrement, nous n'avons pas intérêt à rééchelonner parce que malgré tout, nous pouvons avoir des recettes liées au soutien financier que nous obtiendrions qui seraient supérieurs au décaissement que nous ferions. Donc même d'un point de vue financier, nous n'avons pas intérêt. L'arbitrage rationnel serait de rester... Ah oui, pour maintenir la confiance de la place Tunisie vis-à-vis de la finance mondiale, c'est très très important. Donc, et vis-à-vis aussi... On se propose de rééchelonner à froid, c'est-à-dire avant même d'être dans l'impasse de régler... Nous pouvons ne pas être dans l'impasse, nous pouvons ne pas l'être. L'avenir est ouvert. Nous ne sommes pas encore dans une situation où l'annulation ou le rééchelonnement de la dette est une question à poser. Écoutez, vous faites un diagnostic très sévère et vous ne paniquez pas. Parce que ce que vous dites sur le secteur des phosphates est inquiétant. Comment expliquer que face à ce genre de péril, vous gardez la tête froide? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler brièvement ce qui est arrivé dans le secteur des phosphates? Ce qui est arrivé dans le secteur des phosphates, c'est qu'il y a eu des occupations des lieux de production. Mais en matière de partage des revenus de la compagnie. Oui, ce que j'ai dit dans le partage des revenus, c'était que la revendication des jeunes de la région était que 20% des revenus de la compagnie et du groupe chimique reviennent à juste titre, disait-il, à la région. Or, la chute de la production et la chute des exportations a fait qu'en définitive, ce sont des pertes nettes qui ont été subies par l'entreprise et que ceux qu'ont obtenu, les occupants, ceux qui ont été recrutés, les travaux dits d'intérêt public, mais d'aucun intérêt public, qui ont donné lieu à des recrutements par milliers, autour d'une vingtaine de milliers, tout cela coûte en vérité bien plus que 20% des recettes de la compagnie. C'est bien au-delà même de 100% des recettes de la compagnie, parce que la compagnie est en situation de déficit. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver une issue, trouver une solution commune qui restitue aux régions leur dignité, qu'elles ne soient pas un simple lieu de production et qu'elles subissent tous les effets de la pollution, qu'elles ouvrent un avenir à sa jeunesse, mais qu'en même temps l'économie nationale puisse bénéficier de cette ressource très importante pour ses équilibres à la fois budgétaires,
et pour ses équilibres en matière de balance des paiements. Et dans le livre, vous faites une proposition concrète. Vous dites qu'on peut aller jusqu'à un contrat avec la région. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un contrat de développement avec la région, que tous soient bénéficiaires, que les habitants de la région, à juste titre, puissent avoir des retombées positives. Il y a ce qu'on appelle, et vous le savez aussi bien que moi, la responsabilité sociétale des entreprises. La compagnie et le groupe chimique ne se sont pas acquittés par le passé de leur responsabilité sociale vis-à-vis de la région. Il faudrait qu'elle le fasse et il faudrait qu'il y ait un contrat de développement, qu'un avenir soit donné à cette région et que les ressources de cette région bénéficient à cette population, mais qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'économie tunisienne, à l'ensemble des Tunisiens. C'est Mahmoud, c'est tout à votre honneur d'avoir sorti un livre sans avoir copié le rapport de la Banque mondiale sur la révolution inachevée. Et pourtant, vous abondez à peu près dans le même sens d'approche. Mais jamais dans le livre, vous n'appeliez à casser l'économie de la rente et dire « allons vers plus de liberté économique ». Est-ce que je me trompe? Oui, je ne partage pas du tout les thèses qui sont soulevées dans le l'ouvrage de la Banque mondiale, la révolution inachevée, oui, parce qu'elles font supporter à l'ancien régime des pertes considérables. Et montrent une administration aux ordres et une administration corrompue. Ce n'est pas le cas. Il y avait bien sûr de la corruption, mais la corruption était cadrée dans l'ancienne famille. Le gouvernement était un gouvernement de technocrates qui vaquait aux affaires courantes, qui dirigeait le pays du point de vue de ses affaires économiques et sociales. C'est ce qui a permis le maintien d'une croissance assez élevée. Et vous, tout le monde le sait, dans l'ensemble, les gouvernements, je dis bien les gouvernements, à l'exclusion des postes de souveraineté qui étaient directement liés à Carthage, oui, étaient honnêtes. Aujourd'hui, après la Révolution, combien ont rendu hommage à Mohamed Ghannouchi pour son honnêteté? Donc, Monsieur le professeur, vous me permettrez, elle était peut-être honnête, mais elle était un petit peu limitée. Elle n'était pas très imaginative, parce que est-ce qu'il y a une fatalité pour la Tunisie de plafonner à 5% de croissance? Non. Non. Vous avez raison. Et je l'ai écrit dans un précédent ouvrage que j'ai appelé en 2011 Tunisie, État, économie et société, où je n'étais pas le seul. Mais dans cet ouvrage, je montrais que l'investissement privé était handicapé par la peur de la prédation de la famille et que nous étions bien en dessous de notre taux d'investissement potentiel et donc de notre croissance potentielle. En gros, je disais que nous perdions 2 points de croissance à cause de la nature du régime politique, un régime autoritaire et un régime corrompu. Et dans l'ouvrage que nous avons fait dans l'idée Tunisie, l'espoir, nous avons mis l'accent sur ce frein qui handicapait la croissance tunisienne et qui l'a laissé plafonner, comme vous le disiez si bien, à 5%. Et dans ce que nous avons fait monter le taux de croissance à son potentiel qui était pour nous 8%. Qui nous paraît bien loin aujourd'hui. Alors, pour aller en direction des 8, avec l'espoir de les atteindre un jour, quelles seraient les pistes à explorer? Parce que dans l'ouvrage et dans l'ensemble de votre démarche, jamais vous ne parlez de nouveaux modèles économiques. Mais vous dites, je peux aller vers un New Deal et je propose un nouveau modèle social. Est-ce que cette solution est plus globale? Parce qu'on a le sentiment que, ne parlant pas de modèle économique, vous éludirez un peu les contraintes de la rationalité économique. Là, vous dites, si on part sur un projet global, il y a une possibilité de renverser la vapeur. Est-ce que c'est possible? C'est possible. À condition. Et vous parlez de choses qui paraissent difficiles à concilier avec les attentes de la population. Vous parlez de dialogue social. Et on a fait un pas en direction du dialogue social, mais on n'est toujours pas dans le pipe que vous présentiez. C'est parce qu'il n'y a pas d'État
ni de gouvernement compétent, qui ait une vision et qui essaye de la faire partager. Et vous sautez une contrainte que vous avez citée vous-même. Vous dites, il y a un coût à ce choix-là qui est de 5 à 7%. Il n'y a pas ça aussi? Est-ce que c'est... Vous dites que pour avoir un dialogue social qui roule, il faudra consacrer 5 à 7% de notre budget, de notre PIB. Et c'est peut-être ça la contrainte. Ce qu'il faut, c'est bien identifier les grandes questions et les grands problèmes. Aujourd'hui, la Tunisie est sous un double choc inédit dans son histoire, d'une extrême gravité, et qui le handicape très lourdement. Le premier choc est le choc pétrolier, le choc énergétique. Vous avez vu que l'année dernière, nous avions un déficit courant de 11,2%, à peu près 11,8 milliards de dinars. Sur ce déficit courant, 6,2 milliards de dinars, donc 6% était dû au déficit énergétique. Ça remet les réserves de change d'abord. Non, mais le déficit énergétique est un déficit qui va aller croissant. Jamais nous n'avons vécu une période avec un tel déficit structurel et croissant. Toute notre vie depuis les années 60 est une vie d'excédent énergétique. Depuis 2010, nous sommes entrés dans une ère nouvelle et cette ère nouvelle n'est pas prête de se terminer. Elle demandera du temps. Ça, c'est le premier grand choc. Le deuxième grand choc, c'est le choc de la dette qui nous interdit de pouvoir compter sur des financements extérieurs suffisants. Voilà le double choc. Et ce double choc est un choc structurel. Ce n'est pas dans les 5 prochaines années que nous allons surmonter. Le déficit énergétique est un déficit croissant. Il ne peut être remonté qu'à partir de 1928 si le gouvernement prochain met tout en œuvre pour, dès sa prise de fonction, engager toutes les réformes nécessaires à l'accroissement de la production énergétique. Une toute petite question, comment expliquer cette boulimie énergétique alors que la croissance est en bas? Ce n'est pas une boulimie énergétique. La situation est liée à la chute de la production. Les années 70, 80 et même encore 90 sont les années de découverte des grands puits. À partir des années 90-2000, nous sommes revenus aux puits de faible production. Et puis, à partir des années 2000, c'est naturellement le cycle de la diminution du niveau de la production. Mais ce n'est pas que cela. Nous avons politiquement condamné ce secteur parce qu'à partir des années 2000, l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, a pris un ton populiste en prétextant que ces ressources sont des ressources de la nation et qu'elles étaient l'objet de prédation de la part des étrangers. Du coup, il n'y a plus eu d'autorisation accordée à de nouveaux forages. Ensuite, il y a eu la campagne populiste, Oui nous le pétrole, qui a fait peur à tout le système et qui a encore plus freiné les nouvelles autorisations. Il y a enfin l'ANC qui fait dépendre l'octroi des permis à l'ANC elle-même. Et il y a enfin la dernière mesure qui est prise par le chef de gouvernement actuel, c'est Youssef Cheb, qui a consisté à attaquer ce secteur en disant que c'était un secteur corrompu et qui a démantelé le ministère lui-même. Voilà les causes de l'immense crise énergétique que nous sommes en train de vivre. Vous considérez que c'est une méprise d'avoir supprimé ce ministère? Mais bien évidemment, parce que s'il y a un ministère parmi tous les ministères de la Tunisie qui mérite respect, parce qu'il est l'un des mieux organisés du monde, parce que nous y avons mis nos compétences les plus grandes, des polytechniciens, des ingénieurs des mines, des patriotes qui ont travaillé d'arrache-pied et qui ont donné à la Tunisie
l'une des rentes les plus élevées du monde. Vous savez que malgré nos puits de faible production, la rente, c'est-à-dire ce dont la Tunisie bénéficie, c'est de 78% de la rente, alors que des pays beaucoup plus riches n'ont que soit 60, 65, 70%. Faut-il rendre hommage à Astin Al-Abbasi et à Aliko Matei? Bien évidemment, Matei... Qui était à l'origine... Oui, Matei a été un personnage... Et Astin Al-Abbasi également. Bien sûr, Astin Al-Abbasi. C'est toute une génération de gens. Mais là, on avait fait une percée remarquable. Une percée remarquable. Et puis, nous étions au courant des années 60. Oui, nous étions au moment des années 60 et nous avons eu un contrat de coopération unique avec Matei, avec l'ENI, qui était à l'époque une entreprise populaire, je dirais, une entreprise qui avait des valeurs et qui entendait faire un partage équitable avec les pays producteurs de pétrole. Matei elle se démarquait des 7 majors de l'époque. Ouais. Et peut-être est-il membre pour s'être à l'époque opposé à ce qu'on appelait à l'époque les 7 grandes sœurs, qui étaient les 7 grandes entreprises pétrolières qui dominaient le monde. Qui pompaient l'énergie de la planète. Professeur, je voulais aussi citer Macky City. Macky City, naturellement. Et il y a toute une génération extraordinaire. Leur liste est longue, mais ils ont été des patriotes. Ils ont défendu les intérêts de la nation. Et c'est pour cela que la Tunisie a pu avoir un réseau aussi riche. Et c'est pour cela qu'elle dispose d'une rente aussi élevée. C'est grâce à leur patriotisme, à la défense de la Tunisie à laquelle ils se sont si fortement attachés. Professeur, j'aimerais connaître votre opinion sur le grand sujet de l'ALECA aujourd'hui. En peu de mots, comment vous voyez la situation? Comment on pourrait discuter avec la partie européenne avant de signer? Qu'est-ce qu'il faut obtenir? Vous savez, à chaque fois que l'économie s'ouvre, il y a des levées de boucliers. Quand il s'est agi de l'accord de libre-échange sur les produits industriels avec l'Union européenne, on a dit, à l'époque, étude à l'appui, que 40% du secteur industriel serait détruit. Ouais, allait disparaître. On a versé dans le catastrophisme. Mais en définitive, on a bien négocié. On a négocié par étapes. La première étape a été la mise à niveau de notre secteur industriel, puis une négociation sur l'ouverture de notre secteur aux produits dans lesquels nous avions une productivité suffisamment élevée pour affronter la concurrence européenne. Et ainsi de suite, a-t-on pris 12 années pour le libéraliser, et cela s'est passé sans encombre. Et la Tunisie a gagné. Le secteur industriel tunisien n'a pas été détruit, au contraire, il s'est révigoré, et cela a été l'occasion de le mettre à niveau. Nous sommes aujourd'hui devant les mêmes termes. Ce qu'il faut, c'est savoir négocier. Donc, il ne s'agit pas de se fermer, de fermer nos services, ni notre agriculture. Autrement, nous mourrions idiots et il n'y aurait pas de progrès. Le progrès se fait quand on est obligé de progresser face à la concurrence. Donc, c'est en nous mettant dans une situation de concurrence et non de rente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous pourrons forger une qualité de service et une qualité agricole d'un autre niveau. Alors, nous sommes toujours dans l'expectative d'un nouveau modèle économique. Le Conseil d'analyse économique avait proposé une solution pour sortir le textile de sa crise. Est-ce que vous considérez que le nouveau modèle économique va se résumer à ces ripostes sectorielles que pourrait suggérer le Conseil d'analyse économique? Vous savez, le nouveau modèle économique consiste en quoi? Il consiste en le passage d'un niveau donné de technologie
à la remontée des filières et à un niveau beaucoup plus élevé qui permettent d'avoir des gains de productivité beaucoup plus élevés Et de valeur. et bien sûr, et qui permettent aussi l'emploi des jeunes diplômés qui sont en train aujourd'hui d'attendre. Ça, c'est le cap, une nouvelle politique, dit-on, industrielle, qui permette à la Tunisie de passer d'un niveau à un autre au niveau des technologies et au niveau de la productivité. Et qui permettent aussi l'emploi de notre capital humain. Elle passe aussi par un nouveau contrat social avec les partenaires. Ce nouveau modèle social n'est pas un modèle d'en haut, c'est un modèle dans lequel les acteurs s'investissent et forgent entre eux des synergies. Les acteurs, c'est les chefs d'entreprise, avec l'État, qui a une vision, qui a une stratégie, qui a un suivi, mais aussi avec les travailleurs, tels qu'ils sont représentés avec les syndicats. Il est possible, ensemble, de construire un nouveau destin pour la Tunisie. Les conditions, c'est que tous participent, et sans la participation, sans la cohésion, cette remontée ne peut pas avoir lieu. Oui, alors une question de fiction, faire participer tous les partenaires. Est-ce que vous avez une petite idée pour amener l'informel aussi à participer à cet effort? Parce que ne vous échappe pas que on est en train de vivre un semblant de coup d'État économique. L'informel est en train de s'emparer de tout. Et c'est inquiétant. Le Sénégal, face à une situation pareille, a fini par se donner un ministère de l'informel. Bon, ça c'est un cas extrême, mais comment amener l'informel à composer? Comment serait... La première des choses, c'est de contrôler nos frontières et qu'il n'y ait plus de corruption aux frontières. C'est l'existence d'un État. Bien sûr, aux portes d'entrée et de sortie des marchandises. Mais il n'y a pas d'État en Libye. Prenons le cas de la Libye ou de l'Algérie. C'est nous qui défendons nos frontières. Qui nous interdit? Feu Slim Cheikh, de son vivant, quand il était ministre des Finances, avait pu organiser avec les douanes algériennes des opérations de contrôle simultanées. Bon, ça a donné un résultat. Bon, à présent, il n'est plus là et le projet n'a pas été poursuivi. Si vous voulez, nos frontières, c'est nous. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de corruption aux frontières qui font que... Et il y a aussi des connexions entre les institutions publiques ou des agents des institutions publiques tunisiennes avec les contrebandiers. Donc c'est pour ça que, revenons encore une fois, on a besoin d'un État et d'un État fort de l'application et de la garantie du respect de la loi. Maintenant, vous savez qu'on peut partout contrôler l'informel. On peut le ramener vers le formel. Oui. Il faut négocier. Comment s'y prendre? Voilà, il faut négocier avec lui. Il faut le reconnaître. Il faut entrer en négociation avec lui et sur une durée déterminée, le ramener vers le formel. Il ne faut pas, du jour au lendemain... La loi sur l'amnistie de change pourrait être cette première passerelle. Oui, entre autres. Oui, nous avons besoin, nous avons besoin que, parmi les solutions, nous avons besoin que nos Tunisiens résidant à l'étranger puissent ouvrir des comptes en Tunisie et que leur épargne soit relativement bien rémunérée. Et nous avons aussi besoin que les citoyens vivant ici en Tunisie puissent avoir un compte en devise. Est-ce qu'on peut faire une question, rajouter une autre question? Est-ce qu'on peut aller carrément vers une convertibilité du dinar? Est-ce que c'est plausible? Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la convertibilité courante. La convertibilité totale dépend de notre capacité à ce qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux. La situation actuelle n'est pas du tout propice à une libéralisation des sorties de capitaux parce qu'il ne resterait plus rien. Nous n'avons plus, comme vous le savez aujourd'hui, que l'équivalent de 74 jours d'importation en termes de devises. Donc, la situation n'est pas
aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, approprié, mais si nous nous engageons dans une vision de développement pour les prochaines années, je dirais que nous pourrions, en refondant la confiance en la Tunisie, bien sûr, aller à l'ouverture totale, que disiez-vous déjà, à l'ouverture non pas seulement des comptes courants, mais de l'ensemble de la base de compte, y compris du compte capital. Donc c'est une question de confiance en la Tunisie. Aujourd'hui, la confiance n'existe pas. Les gens souhaiteraient sortir leurs capitaux parce qu'ils n'ont pas confiance. Le fait que nous ayons une épargne si faible est l'expression de quoi? D'une absence de confiance. Donc, rétablissant la confiance en la Tunisie, c'est possible, et alors, bien sûr, se posera la question de l'ouverture de compte capital. Il y a deux éléments récurrents qui reviennent dans vos propos. Rétablissant la confiance, un gouvernement fort. On est à la veille d'élections décisives. Comment faut-il s'y prendre pour bâtir un pouvoir fort? Si vous voulez, la scène politique tunisienne présente un tout autre visage. Nous sommes en train de voir des forces populistes monter et les forces politiques classiques régresser de manière considérable. Ce qui est mis en avant, c'est plus la société du spectacle que la société de l'effort. Et de l'agitation. Et puis, je voudrais dire aussi que le processus électoral est lourd de tensions parce que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est intéressé aux élections, qui use des instruments de pouvoir pour la fondation de sa force politique. C'est gravissime, ça met en danger. Il y a eu des antécédents comme ça auparavant. En France, Valéry Giscard d'Estaing, étant ministre, avait fondé le Parti républicain indépendant. Mettons que c'est un écart qu'il faudrait... Non, si vous voulez, il n'a pas usé des instruments du gouvernement pour fonder son parti. Il a fondé son parti de manière indépendante. Or là, on est dans une situation totalement différente. Et permettez-moi de vous dire aujourd'hui que toutes les forces politiques classiques sont rongées par la peur. Mais pourquoi n'ont-elles plus ce pouvoir de se faire entendre du peuple? Enfin, je ne comprends pas. Il faudrait aussi qu'elles se posent la question. Peuvent-elles rebâtir leur propre crédit? Non. Ce que je viens de vous dire... Ça va compromettre le scrutin. Ça va compromettre le résultat du scrutin. C'est pas seulement le scrutin. C'est l'itinéraire, c'est les campagnes électorales. C'est toute la démarche d'ici aux élections. Ce que je viens de vous dire, et vous m'avez interrompu parce que vous vouliez peut-être problème de coup. Je viens de vous dire, c'est Ali, que tous ces partis, Nida, version Sous, version Hamamet, Tahia Tounes, Nahda, sont rongés, tiraillés par la peur. Ils ont la peur au ventre parce que leurs dirigeants sont très inquiets que, perdant le pouvoir, ils soient demain jugés. C'est donc une question de vie ou de mort. Ils n'ont plus de programme, ils n'ont que la peur au ventre. Tous, sans exception. Ils ont peur aussi parce qu'ils voient bien qu'ils sont prêts de perdre, y compris Nahda. Vous savez, qui a perdu les 2 tiers de son électorat entre 2011 et 2018, et les derniers sondages montrent que la perte se poursuit. Je pourrais vous donner un très grand nombre d'indicateurs qui montrent que ces partis, ces forces politiques sont très fortement menacées et qu'elles ont perdu le calme et la raison. Donc cela n'augure en rien de bonnes élections, et vous voyez dans les sondages qui montrent l'explosion. Oui, des hypothèses qui me paraissent... Des hypothèses populistes, qui n'ont aucune compétence et qui n'ont pas en
perspective de refonder une économie, de refonder un dialogue, de refonder une compétence, de sortir le pays dans la crise profonde dans laquelle il vit. Vous appartenez à ces forces qui paraissent Oui. à présent boudées par l'opinion publique. Si vous deviez proposer une possibilité de revenir dans la partie, et en clôture avec ça, que faut-il faire? Que recommanderez-vous de faire? Je vous ai parlé de deux grands chocs, énergétiques et dette. Il faut, écoutez-moi bien, un très, très grand choc de confiance dans les gouvernants. Pour cela, il faudrait que ceux qui se présentent, et nous allons nous présenter, dire la vérité, toute la vérité au peuple. Et que les années qui nous attendent sont des années d'extrême difficulté. Mais que nous avons les solutions. Nous savons le cheminement. Churchillien, c'était Tears, Blood and Sweat. Oui, avec Churchill. Ça pourrait produire le même effet en retour? Non, nous n'en sommes pas là. Vous savez, nous pouvons nous en sortir si nous engageons de manière... Premièrement, si nous disons aux Tunisiens la vérité, que les années qui viennent sont extrêmement difficiles. 2, qu'il va falloir du labeur. 3, que nous avons des solutions pour éviter que les parties les plus faibles ne subissent la crise. Nous pouvons redresser, nous avons la capacité de redresser nos services publics. Nous avons la capacité d'intégrer ceux qui sont exclus. Nous avons la capacité de donner espoir. Mais ce qu'il faut, c'est que nous ayons tous et que nous engagions ensemble les réformes, parce que cela va être aussi coûteux. Vous comprenez qu'il faut un mode d'emploi? Oui, tout à fait. Il faut un mode d'emploi. Oui, nous sommes en train d'y travailler et nous avons déjà les grandes lignes qui montrent que c'est possible. La condition, c'est que dès la sortie de ce gouvernement, dès l'avènement du prochain gouvernement, nous commençons à appliquer tout cela. Et que c'est 100 jours, c'est les 100 premiers jours. Si on le fait, oui. Le délai de 100 jours. Oui, le délai de 100 jours qui redonne confiance. Mais dans la campagne électorale aussi, ce n'est pas « donnez-moi le pouvoir, dans les 100 premiers jours, je vais vous montrer ce dont je suis capable ». Ce qu'il faut, c'est que dès aujourd'hui, à travers la campagne électorale, nous montrions aux Tunisiens la vérité et que nous montrions le cheminement qui permettrait un bien-être pour tous les Tunisiens et la construction de la Tunisie que nous voulons. Dans le métier, on évoque le franc-parler et le parler vrai. Ça tient à cela? Oui, ça tient à cela, et ça tient pas seulement à cela, ça tient à la vision, ça tient à la compétence, et ça tient au cheminement que nous voulons montrer. Ce n'est pas n'importe qui, ce ne sont certainement pas ceux qui sont en train d'émerger, les forces populistes aujourd'hui qui sont sur la scène, qui en seront capables.